Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Nous sommes présentement dans le parc de l'hôtel de ville d'Amqui, nouvellement rebaptisé Parc Marcel Rioux. Nous reviendrons à ce sujet éventuellement. D'abord, nous sommes invités à bouger dans la vallée avec l'organisme Kino Québec, le Trottibus de Cozapscal et Mario Lapointe de Saint-Léon-le-Grand. Dans un tout autre ordre d'idées, le CEREX vous présente un nouveau produit qui leur a valu des investissements majeurs. Notre travailleur de rang dresse un bilan de l'été pour nos agriculteurs et Chantal Lavoie nous éclaire sur l'avenir du CLD. Mais d'abord, Marlène Villeneuve du Centre d'éducation des adultes vous invite à un atelier. Marlène, on est ici pour parler d'un atelier qui va s'offrir le 14 octobre prochain. Ça s'appelle « Trouver l'information ». C'est quoi au juste? Bien, on parle en fait ici de l'information scolaire et professionnelle. Donc, quand on est à la recherche d'un emploi ou bien qu'on est à la recherche d'une carrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie plus tard, c'est sûr que pour prendre une décision, qu'est-ce qui aide, c'est d'avoir la bonne information. Puis ça, cette information-là, avant, était disponible beaucoup dans les cahiers, dans les livres, des guides choisir, ces choses-là. Maintenant, c'est vraiment tout sur Internet. Et puis, c'est pas tout le monde qui est habitué à utiliser ces outils-là. On les apprend une fois ou deux à l'école, puis après ça, on les utilise plus nécessairement, on n'y pense plus. Donc, cet atelier-là, ça s'adresse aux élèves du Centre d'éducation des adultes, mais également à la population qui veut avoir des outils pour pouvoir s'informer par eux-mêmes, que ce soit au niveau là, des conditions de travail d'un certain métier, au niveau des salaires, au niveau des perspectives d'emploi, les différentes tâches, est-ce que ça demande de soulever des poids, ce genre d'informations-là, dans le fond. OK. Est-ce que c'est des guides qui servent à justement aller chercher sur Internet ou c'est d'autres outils aussi? Bien, c'est différents sites Internet que je vais présenter. Donc, c'est ça, j'en ai plusieurs que j'utilise comme dans ma pratique là, au quotidien, puis qui valent la peine d'être présentés aussi à la population, là, j'ai l'impression, parce qu'ils peuvent par eux-mêmes aller trouver ça par la suite. Est-ce qu'ils doivent s'inscrire pour pouvoir assister à la formation? Oui, donc c'est de s'inscrire au secrétariat du Centre d'éducation des adultes. Donc, c'est au 629-5404. Et puis, avec ça, dans le fond, c'est juste peut-être de s'inscrire une journée à l'avance. Puis, c'est ça, les personnes vont pouvoir se présenter directement. Vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants 0-5 ans, quelle activité développer? Eh bien, le comité d'action Matapédia en forme et Kino Québec vous donne des petits trucs. Je suis conseillère Kino Québec du Bas-Saint-Laurent. Là, maintenant, une dizaine d'années, on a produit un petit jouet qui s'appelait une brochure, qui s'appelait Jouer aux exercices, qui est une brochure adaptée pour tous, familles qui veulent vraiment jouer avec leurs enfants. Donc, c'est une brochure pour les 0-5 ans, pour les parents et grands-parents qui veulent faire des exercices. Une des actions de Matapédia, comité Matapédia en forme, était de vulgariser des produits. Ils voulaient faire en sorte d'atteindre plus facilement nos familles vulnérables. Puis ils trouvaient que ce document-là, qui était fort intéressant, mais beaucoup d'écriture, puis beaucoup d'exercices qui étaient plus ou moins adaptés pour nos familles vulnérables. Alors, on a interpellé Kino Québec pour savoir si on pouvait rendre les exercices plus simples et adaptés à tous. À partir de là, j'ai fait une demande au niveau du national et on a accepté de nous fournir des sous pour qu'au niveau provincial, ces outils-là puissent être diffusés dans la province au complet. Donc, au moment où on se parle, je peux vous dire que les 17 régions du Québec peuvent bénéficier des outils qui ont été travaillés ici en collaboration avec toutes les personnes que je viens de nous nommer, puis que j'ai dû me tromper de nom, mais qui ont été très, très bien collaboratrices. Alors, ce qui est important pour nous, c'est dans un premier temps de fournir une affiche, l'affiche que vous avez derrière nous, qui reparle vraiment du document « Jouer aux exercices », de faire en sorte aussi de bien déterminer des catégories d'âge adaptées aux enfants et aux parents aussi, puis de faire en sorte que, peu importe l'âge, que ce soit des grands-parents, des papas ou des mamans, fait que c'était très important pour nous rendre mieux que tout soit identifié. Donc, vous retrouvez des exercices avec la grand-maman avec son tout petit, autant que la maman avec son enfant, le papa. Vous retrouvez des enfants de couleur, parce que vous vous doutez qu'on est beaucoup aussi sur l'île de Montréal, déjà où ces produits-là sont employés, et bien sûr un grand-papa. Donc, on fait en sorte que jouer aux exercices avec les enfants, ça peut s'adonner à tout âge. Tous les exercices qui sont là sont vraiment faciles à faire, puis donnent le goût aux gens de jouer.
puis d'une façon sécuritaire, parce que les produits de Kino-Québec, c'est fait en sorte que tout soit vraiment sécuritaire d'une façon simple, de ne pas chercher des outils qui sont des objets qui sont trop compliqués. Je parle d'objets parce qu'on voit beaucoup d'objets intervenir sur le marché qui peuvent blesser les enfants. Donc, pour faire également la promotion de ces 3 outils-là, on a fait une vidéo que, à ce moment-là, nous, au niveau national, c'est sûr qu'elle va être dans tous les milieux de vie qui voudront la passer, dans les salles d'urgence, dans des salles d'attente, lors des vaccinations, ça peut être dans une salle d'urgence d'hôpital, des cliniques de dentistes. La vidéo est vraiment accessible pour tous sur le site de Kino-Québec et sur le site du CIS. Ces affiches-là, évidemment, ça s'adresse à une clientèle 0-5 ans. Donc, quand on parle de 0-5 ans, on parle de la Maison des familles, on parle de toutes les journées de la famille qui ont lieu dans les municipalités aussi, où est-ce que ça attire pas loin d'une centaine de personnes pour les maisons. Donc, de diffuser ces outils-là, principalement, d'aller chercher les réseaux des garderies, des CPE, les parents qui sont aussi dans ces garderies. Évidemment, tout le réseau de la santé, quand on parle de volet prévention, promotion, c'est de plus en plus présent. C'est une priorité pour le CIS du Bas-Saint-Laurent, installation de la Matapédia, d'ajouter des feuillets, des outils simples pour ramener ça simple et agréable de faire de l'activité physique avec ses enfants, que ce soit dans les cours prénataux, que ce soit dans les cliniques amies des bébés, que ce soit en suivi avec les physiothérapies, de garder ça simple, de revenir à la base. Donc, c'est pas mal de cette manière-là qu'on va utiliser le déploiement local pour vraiment le faire connaître et surtout que ce soit utilisé. Les acteurs sont d'ici. Pour les nommer, ça a vraiment été filmé ici, si je ne me trompe pas, à la Maison de la famille. Maison des jeunes. Les jeunes. C'est vraiment tout du monde de notre coin, donc qui vont pouvoir se montrer des exercices dans toute la région. Parce que je vous dis, les 17 régions ont déployé au niveau de cette affiche-là. Alors, on espère beaucoup que cela va donner le goût aux parents, aux grands-parents, aux amis de jouer un peu plus avec les enfants, parce qu'on sait que nous avons de plus en plus de jeunes enfants qui, en entrant à l'école, n'ont pas développé certaines habiletés motrices de base, juste parce que là, on voit de plus en plus l'écran faire de la place. Donc, les recommandations sont vraiment que les 0-2 ans ne devraient faire aucune heure d'écran et les 2-5 ans, à peine 1 heure d'écran, tout écran confondu par jour, pas plus qu'1 heure. Donc, on se rend compte, là, vous devez sûrement avoir dans votre famille déjà des jeunes enfants qui sont déjà sur le pad des parents. Puis, regarde comme il est bon, il est sur mon téléphone électronique. On dit surtout, là, il faut vraiment reprendre l'enfant puis jouer. Ce qui est nouveau avec cette brochure-là, de l'ancienne brochure de Kino, c'est qu'on a également ajouté du matériel léger. Donc, vous allez retrouver un petit bloc. Puis, on a mis des ballons aussi sur l'écran pour montrer que l'enfant doit toujours être stimulé par des objets de couleur et des objets aussi qui sont adaptables à lui, puis d'enlever l'écran le plus possible. Nous sommes présentement à l'école Saint-Rosaire de Cozaptical pour parler du Trottibus, un transport actif nouveau genre. Edith, nous sommes ici pour parler d'un transport actif, le Trottibus. J'aimerais en savoir plus. Le Trottibus, c'est un autobus pédestre qui, selon un projet établi, un horaire établi, ramasse les enfants pour les amener à l'école. D'où est venue cette idée-là? Dans le fond, ça a commencé sur la table d'harmonisation en loisirs chez les aînés. C'est, dans le fond, une idée pour favoriser les saines habitudes de vie, c'est d'aider les enfants avec le transport actif. Et ça commence de quel âge à quel âge? Dans le fond, le Trottibus, ça s'adresse aux enfants de la maternelle à la 3e année. Après ça, les enfants peuvent continuer à marcher avec nous, mais ils ne sont pas notre clientèle cible parce qu'en 4e année, en théorie, ils sont capables d'aller à l'école à pied. Les lois, ça implique quoi, justement, là? À partir de quel âge ils peuvent commencer à marcher? Dans le fond, selon la loi, les enfants n'auraient pas le droit au transport scolaire dans un rayon de 1,6 km.
Ça veut dire qu'en théorie, là, dans le rayon de 1,6 km, les enfants devraient aller à l'école à pied. Donc, nous, c'est dans ce rayon-là qu'on ramasse les jeunes pour venir à l'école. Puis, c'est toujours... les bénévoles ont suivi une formation sur le transport et la sécurité routière. Donc, c'est toujours selon les règles d'un bon piéton, là, comment devenir un bon piéton. Ça prend combien de bénévoles, justement, pour réussir à faire un transport comme ça? Ouais. Bien là, ça dépend toujours du nombre de trajets, mais il est établi une règle de 1 bénévole pour 8 enfants, mais ça prend toujours 2 bénévoles pour faire un trottibus, un à l'avant et un à l'arrière. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs au Québec ou c'est vraiment juste à Cozatzka? Non, nous sommes les premiers dans la vallée de la Matapédia, mais le trottibus existe partout au Québec. C'est la Société canadienne du cancer là, pour favoriser les saines habitudes de vie qui ont lancé le trottibus à travers tout le Québec. Ça se fait combien de fois par semaine? Est-ce que c'est à l'année? Dans le fond, ici à Cozatzka, on le fait à tous les mercredis matins. C'est une fois par semaine, c'est le matin. Puis on va le faire idéalement jusqu'en décembre. On va prendre une pause là, pendant les grands froids d'hiver, là, décembre, janvier, février. Puis on va recommencer en mars là, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Est-ce que les jeunes aiment ça? Est-ce qu'ils embarquent? Les jeunes adorent ça. En fait, là, ça lui fait une occasion de venir à l'école à pied, mais de marcher avec les amis. Puis c'est une fierté. Les jeunes nous font salut sur le bord de la rue. Fait que non, les jeunes adorent ça. Et les professeurs, est-ce qu'ils remarquent que les enfants sont plus réveillés? Bien, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que, dans le fond, en favorisant l'activité physique le matin avant de venir à l'école, les enfants se dépensent et arrivent à l'école probablement plus calmes et pour capter l'attention aussi, il paraît que c'est idéal. Mais là, nous, on est les parents, fait qu'on le voit pas. Est-ce que ça va se reproduire l'an prochain? Bien, dans le fond, là, tout dépend du nombre de bénévoles et tout dépendant de l'intérêt des parents. Parce que idéalement, on aimerait ça avoir un trottibus, 3 trajets dans Cozatzka. Présentement, on en a 2, puis on aimerait ça éventuellement avoir plus de matins par semaine. Mm-hmm. Alors, les objectifs pour l'an prochain, justement, c'est de travailler là-dessus? Oui, exactement. C'est recrutement des bénévoles. Mario Lapointe de Saint-Léon-le-Grand rêve d'un gym communautaire dans son village. Depuis quelques années, les agents de l'ASQ l'aident à réaliser son rêve. Alors, Mario, on est ici pour parler d'un projet auquel tu as pensé, puis vous jouez à balle pour pouvoir amasser de l'argent pour ça. Mais après ça, on va en parler de la partie de balle, mais d'abord, j'aimerais ça que tu me parles de ton projet. Mon projet, c'est un projet de gymnase communautaire pour les résidents de Saint-Léon, même les résidents des environs. Une place où les gens pourraient venir se rencontrer, s'entraîner, sans avoir besoin de consommer ou d'acheter des choses. Puis, dans le fond, ça serait ouvert à toute la population parce que présentement, il n'y en a pas là, à Saint-Léon de gymnase? Non, on n'a rien à Saint-Léon en ce moment. OK. On n'a pas beaucoup d'activités non plus. Puis ça, est-ce que ça serait toi qui ferais l'opération de tout ça ou tu aurais besoin de bénévoles pour pouvoir ouvrir ça? Ça, c'est pas moi qui va m'occuper de toutes les opérations. On a un comité qui a été fait récemment. Puis là, on travaille là-dessus à savoir comment on va faire tout monter ça aussi. OK. Puis là, vous ramassez de l'argent pour l'instant. Ça fait quelques années que vous faites une partie de balle avec les agents de la Sûreté du Québec. Ça fait 3 ans. Notre 3e année, on s'en va sur notre 4e année l'année prochaine. En ce moment, on a près de 1000 pièces de ramasser. Puis comment ça fonctionne? C'est que chaque participant donne un montant pour pouvoir jouer? Oui, c'est un peu comme les dîners bénéfices. C'est une journée sportive bénéfice. Chaque participant donne 10 pièces. Puis, oui, sur le terrain toute la journée. Puis est-ce que c'est toute la sûreté qui embarque ou c'est seulement certains qui disent « Ah, ben moi, je vais participer » Bien, ils sont 10 en ce moment. Je pense qu'ils prennent tout le monde de la sûreté qui peuvent courir ou tenir un bâton en réalité, mais je suis pas certain. OK. Puis comment vous faites du recrutement pour pouvoir jouer dans votre équipe contre la sûreté? Cogne aux portes, on téléphone, on fait des messages sur ordinateur, on sollicite terriblement. C'est pas facile des fois. Des fois, il y a trop de monde, des fois, il n'y en a pas assez. Puis cette année, comment ça a été? Cette année, ça a été difficile. Il a fallu que je frappe aux portes, que je téléphone, que je demande du monde, mais finalement, ça a marché. On a même eu la fille d'une des agentes de police qui a joué dans notre équipe. Puis finalement, c'est qui a gagné?
Cette année, ça a été 1-1. La partie de réchauffement, la Sûreté, ils l'ont gagné, puis la vraie game, nous autres, on l'a gagné. Non, c'est pas vrai, on a gagné. C'était 1-1 cette année. Chacune des deux équipes en a gagné une. Puis l'année prochaine, est-ce que ça peut revenir? Oui, on va sûrement gagner les deux. Mais je veux dire, est-ce que vous allez encore faire du recrutement comme ça pour l'an prochain, pour en refaire encore une autre partie de Balmol? Oui. L'année prochaine, la façon que les joueurs m'ont félicité à la fin de la partie, c'est sûr qu'on va la refaire. Puis est-ce que avec l'argent qui a été amassé cette année, ça commence vraiment à pouvoir se concrétiser, ton projet? Le projet, oui. Oui, on a l'aide de la municipalité, beaucoup. Le comité de développement m'appuie. Il va sûrement se concrétiser dans pas long. On a déjà une salle ici pour réserver pour ça. Ben là, ça commence vraiment à être du concret. Ouais. Bien, félicitations. Merci. Des travaux de recherche au CEREX leur a permis d'élaborer un nouveau produit qui leur a rapporté des investissements majeurs. Divers intervenants nous annoncent la bonne nouvelle. Alors, je vous souhaite la bienvenue au nom du conseil d'administration. Vous savez, le CEREX a été mis en place en 1998 par le Cégep de Rimouski et le Centre matapédien d'études collégiales dans le but de soutenir le développement de l'industrie de la transformation des produits forestiers en région. Le CEREX a cheminé dans le temps et a été reconnu comme centre collégial de transfert technologique, communément appelé les CCTT, depuis juin 2007. Et on a eu la reconduction l'année dernière pour un autre 5 ans. Le CEREX est également membre du réseau Transtech, un regroupement de 49 CCTT au Québec, ayant chacun naturellement des expertises qui sont spécifiques. Notre mission, c'est de développer des solutions et des pratiques innovantes pour les entreprises œuvrant dans le domaine de la transformation des produits forestiers à valeur ajoutée, en offrant des services de recherche appliquée, d'aide technique et de formation. Ces créneaux d'intervention sont principalement dans le domaine de la transformation du bois, bien sûr, la chimie durable, des énergies renouvelables et de l'éco-construction. Pour atteindre sa mission, le CEREX peut compter sur les services de professionnels compétents et dynamiques. Il offre l'expertise de technologues, d'ingénieurs et de docteurs dans les domaines des sciences du bois et de la chimie. Le centre possède également des équipements de laboratoire et de production à l'échelle pilote à la fine pointe de la technologie. Le CEREX, c'est aussi 14 emplois permanents à temps plein. C'est un chiffre d'affaires de 2 millions. Ce sont des partenariats avec des entreprises de la région, les universités et d'autres CCTT et le collège, des collaborations avec le CEMEC et le Cégep de Rimouski, une institution matapédienne bien implantée dans notre milieu et naturellement des projets innovants. L'an dernier, le CEREX a déposé un projet majeur intitulé « Les écorces de résineux, une alternative verte pour les industries au Québec » au CRSNG. Ce projet structurant bénéficie d'un financement de 2,9 millions sur 5 ans. Pour atteindre les objectifs de ce projet important, il fallait moderniser notre laboratoire de chimie. Ce projet de 700 000 a été rendu possible grâce à l'investissement de partenaires, dont 3 majeurs. Caisse des Jardins de la Vallée de la Matapédia, qui a injecté 30 000 $ dans notre projet. Fondation canadienne pour l'innovation, 250 000 $. Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations et le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement et de la Recherche, 250 000 également. Donc, au nom du conseil d'administration et au nom du CEREX, je remercie nos investisseurs qui ont permis de mener à bien ce projet. Et c'est l'excellente nouvelle, la formidable nouvelle pour notre CCTT, le CEREX, qui va pouvoir agrandir et élargir les possibilités des travaux de recherche et de pouvoir servir de locomotive à toute une série de projets, d'initiatives régionales au niveau des résidus. C'est une excellente nouvelle. J'ai toujours un énorme plaisir à faire de telles annonces. J'ai eu le plaisir par le passé
de jouer le rôle de président de conseil d'administration de 2 autres CCTT ailleurs au Québec. Donc, j'ai une place particulière, je vous dirais, dans mes intérêts, dans mon cœur pour les travaux qui sont réalisés par les centres de transfert technologique qui sont affiliés aux différents collèges à travers le Québec. Certaines personnes disent à l'intérieur du réseau que les centres de transfert technologique sont un secret bien gardé. Et j'ai la conviction qu'avec l'agrandissement et les projets qui vont commencer à graviter de plus en plus autour du CEREX, ça va être un secret qui va être de moins en moins bien gardé, je le souhaite profondément. Un directeur général de collège utilise, en tout cas pour ma part, j'ai toujours l'habitude de placer mes préoccupations autour de quelques éléments clés. La réussite au niveau de l'enseignement, la réussite des étudiants, le recrutement des étudiants, le rayonnement de l'institution, les ressources par les temps qui courent, je vous dirais, et le dernier élément pour moi qui est aussi important, qui contribue aussi à tous ces autres éléments de rayonnement, de recherche, de recrutement, c'est la recherche. La recherche en enseignement supérieur est quelque chose d'extrêmement important et c'est un axe qu'on va devoir développer dans les prochaines années et l'investissement qu'on a ici grâce au CRSNG et à une foule d'autres partenaires vont permettre de propulser de l'avant non seulement des initiatives, mais vont contribuer aussi au rayonnement de l'enseignement supérieur dans la vallée de la Matapédia et dans le Bas-Saint-Laurent. Et le fer de lance, le porte-drapeau, la locomotive de tout ça, ça sera le CEREX et nous en sommes extrêmement fiers. J'ai bien hâte de revenir régulièrement. Ça fait pas assez longtemps que je suis en poste pour pouvoir dire venez voir nos belles installations et vous en parler longuement puisque ma connaissance des installations s'est limitée aux 48 secondes entre la porte d'entrée et la salle ici, mais j'ai bien l'intention de revenir et puis la prochaine fois qu'on aura l'occasion de parler, je pourrai le faire en connaissance de cause. Alors, on a mentionné tantôt un peu l'ampleur du projet et le lien qu'on avait entre le projet d'investissement qu'on annonce ce matin. Qui vise quoi? C'est quoi les objectifs? Moi, je vais vous parler un peu plus du détail là, du projet. On a parlé d'équipement, on a parlé d'agrandissement d'un laboratoire, puis on a mentionné aussi que c'était dans le cadre d'un plus gros projet qui s'appelait les écorces de résineux, une alternative verte pour les industries du Québec. C'est un gros projet pour nous, subventionné par le CRSNG, et auquel plusieurs industriels participent et d'autres organisations, 5 centres de recherche également. Et ici, dans la région, des industriels que vous connaissez qui sont plus impliqués, c'est Groupe GDS, Groupe de série GDS et aussi Uniboard, Panval, à Québec, qui sont les premiers à embarquer dans ce projet-là. Et qu'est-ce que ça vise, le projet? C'est de valoriser les écorces qui sont généralement utilisées seulement pour l'énergie. Les retombées du projet d'investissement et le projet général, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces écorces-là? On veut faire de l'extraction pour produire des tanins. Puis avec les tanins, on peut faire une foule de produits, dont des résines biosourcées. La demande aujourd'hui, la tendance est vers le biosourcé, donc le naturel. Et avec ces résines-là, on vise à faire 3 catégories de produits en général, en tout cas dans le début du projet. Ce sont des panneaux à base de fibres de bois, un peu comme ils font chez Panval, c'est un exemple, ça peut être d'autres types de panneaux. On peut aussi faire des composites, des époxys avec ces résines-là pour faire des composites à base de fibres naturelles qui sont de plus en plus utilisées dans le transport. Les autos maintenant, ils ont des fibres naturelles, les avions et tout, donc, mais ils n'utilisent pas encore de résine biosourcée. Nous, on veut remédier à ça. Et la 3e catégorie de produits, ce sont des mousses soit isolantes ou pour l'emballage ou filtrantes, là, mais on parle d'abord de mousses isolantes qui peuvent être utilisées dans l'éco-construction. Donc, pour remplacer les mousses à base de produits pétroliers, encore une fois. Donc, les équipements qu'on a achetés visent à accélérer ce processus-là, donc fournir un meilleur soutien à nos industriels. Et aussi, il y a des équipements que vous allez voir que c'est pour vérifier leur performance. Fait que rapidement, parce que
vous rappelle qu'après la présentation, on va pouvoir aller visiter le laboratoire, puis certains des équipements, vous allez pouvoir les voir, pas tous. Je vais vous expliquer. Fait que je vais passer en revue un peu. Il y a 5 groupes d'équipements qu'on a achetés. Le premier, c'est un système d'extraction accéléré. Donc, ça nous permet de faire jusqu'à 24 extractions séquentielles. Et ça réduit, en plus des faire automatiser, donc on peut partir le soir et revenir le lendemain matin, c'est tout terminé. Il y a un gain de temps là, de 50 à 75% là, dans le processus d'extraction. Donc, ça nous permet vraiment d'optimiser. Et à droite sur la photo, on a un évaporateur aussi pour faire une étape de plus. Deuxième équipement, c'est un équipement de chromatographie flash. Cet équipement-là, vous ne le verrez pas parce qu'il est installé au Cégep de Rimouski. On collabore avec un professeur, un enseignant du Cégep, Michel Ouellette, et c'est installé là-bas parce que c'est lui qui va s'en servir plus avec ses étudiants. Ça va nous permettre de fractionner ces extraits-là et de faire de la purification. Le troisième groupe d'équipements, c'est un réacteur micro-ondes. Encore une fois, ça c'est pour faire la synthèse des résines et c'est automatisé. Ça va pouvoir en faire jusqu'à 8 à la fois. Et étant donné que c'est par micro-ondes et ça permet d'avoir de la pression, il y a un gain énorme de temps et aussi un gain d'énergie. Un autre équipement, c'est un système d'essai biologique. C'est un groupe d'équipements parce qu'il y en a 3 là-dedans. Ce système d'essai biologique-là, vous allez pouvoir le voir dans le laboratoire, ça permet de faire préparer des plats de pétri avec un milieu de culture dans lequel on peut inoculer des champignons ou des moisissures. Et avec ça, on peut faire 2 choses. On peut tester la durabilité des produits, des bois, par exemple, dans le temps pour exposition à l'extérieur, ou la biodégradabilité des matériaux. Et finalement, le dernier, c'est un tunnel pour faire des tests de feu. Est-ce que je suis bien synchronisé? Oui, OK. Tunnel pour faire des tests de feu. On avait déjà un calorimètre à cône qui permet de faire certains tests de feu. Là, le tunnel va nous permettre d'aller plus loin pour aller chercher un indice de propagation de la flamme. Donc, cet indice-là est important pour l'utilisation du bois et des matériaux dans les constructions, surtout commerciaux et non résidentiels, institutionnels et commerciales. Ça, vous allez pouvoir le voir aussi. Et finalement, il y a le laboratoire avec tous ces équipements-là. Et déjà, le laboratoire qu'on avait était pas mal rendu au maximum de sa capacité. On a fait un agrandissement. On a agrandi de 150% environ le laboratoire. Donc, 1,5 fois plus grand. Et ça nous a permis d'installer ces équipements-là et d'autres qu'on n'avait pas de place pour les mettre. Et il y a 2 nouvelles sections, une section de chimie analytique et aussi une section de microbiologie où on met nos champignons là, pour faire des tests de durabilité. On a déjà fait des remerciements. Je veux insister sur la contribution des différents partenaires avec nous. Vous allez entendre tantôt le président de la Caisse des Jardins qui ont contribué généreusement à notre projet. Et la Fondation canadienne de l'innovation et des 2 ministères du Québec, ministère de MEIA, ministère d'Économie, Innovation et des Exportations. C'est bien ça, M. Limburner, qui vient de se joindre à nous. C'est ça, bienvenue. Certainement. Et un autre ministère, c'est le ministère de l'Éducation que Mme la Présidente a mentionné tantôt. Et j'aimerais souligner également les 5 fournisseurs d'équipements qui ont contribué par une réduction substantielle là, des prix de ces équipements-là. Donc, la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia est vraiment très fière aujourd'hui d'annoncer un investissement privé de 30 000 $ dans le cadre de ce projet d'agrandissement-là du laboratoire de chimie du CEREX d'Amqui. Donc, la contribution de Desjardins permet au Centre collégial de transfert technologique d'acquérir de nouveaux équipements de pointe, comme le montrait M. Dallain, pour développer ce créneau-là des sciences du bois et des écomatériaux. Permettez-moi aussi de vous... je trouve toujours important de le rappeler, là, que cette implication de Desjardins, cette implication et cet investissement de notre caisse est rendu possible grâce à notre fonds d'investissement du milieu, qui, lui, est constitué des ristournes collectives qui, année après année, nos membres acceptent de mettre à contribution
Donc, en ce sens-là, je trouve aussi très important toujours de souligner que c'est grâce à nos 17 000 membres qui, jour après jour, nous font confiance, font affaire avec nous et qui croient à la coopération, qui croient à la solidarité de Desjardins dans le milieu, qui fait qu'on a ces sommes-là disponibles pour appuyer le développement de nos régions. Donc, nous, c'est toujours un grand honneur de participer à ces projets-là qui sont novateurs et qui développent de l'emploi, qui consolident aussi plusieurs entreprises dans la région. Donc, pour nous, c'est des partenariats gagnant-gagnant et on en est très fiers. Et je souligne toujours que moi, j'ai l'honneur de venir le présenter, mais c'est grâce à nos membres qui sont en affaires avec nous qu'on peut le faire. Sans membres, pas de rentabilité, pas de fonds d'investissement, pas d'aide ici. Je souligne aussi l'importance de nos valeurs de coopération qu'on oublie trop souvent parce que souvent, on est pris comme un partenaire qui va de soi. Mais je pense que c'est aussi dans notre ADN, dans nos valeurs de le faire. Quand on peut faire la différence, on en est très heureux. Et on soutient de nombreux projets comme celui du CEREX. Mais le CEREX, on a quand même une histoire particulière avec le CEREX. C'est un outil de développement régional avec lequel on fait affaire, qu'on appuie depuis de nombreuses années. Juste vous souligner que depuis la mise en place du fonds d'aide, c'est tout près de 95 000 $ que la Caisse Desjardins-Vallée de la Matapédia a investi dans le CEREX avec différents autres projets qui nous ont été présentés au fil des ans. Donc, on se connaît bien et on est heureux de faire partie de leur petite histoire. Et on est fiers, dans le fond, de coopérer pour créer l'avenir du CEREX. Et on leur souhaite bon succès avec tous ces beaux équipements-là, ces nouveaux développements-là. Et on souhaite à tous, matapédiens, plusieurs belles découvertes que nos chercheurs pourront faire dans ces laboratoires-là qui viendront aider à dynamiser des entreprises, pas seulement sur le territoire matapédien, mais je suis convaincu à une échelle encore plus grande, même au niveau régional et peut-être même provincial. Donc, merci beaucoup, bonne chance et bravo à tous ceux qui ont travaillé parce que nous, on contribue, mais il y a des efforts importants derrière tout ça. Puis quand ça se concrétise, on peut en être fiers. Merci. Bien, c'est vraiment notre chercheur, notre directeur scientifique, Papa Diouf, qui travaille depuis plusieurs années au niveau des extractiles. Il était professeur associé à l'Université Laval, puis il travaillait dans ce domaine-là, et aussi en France, où il a fait son doctorat. Puis donc, c'est vraiment son projet à lui et son idée. Les extractiles, il y en a dans toutes sortes de matières, mais son idée vraiment plus innovante, c'est de faire ça à partir de nos écorces, ici, régionales, que pour faire des résines, ces produits-là qu'on parle. Fait que c'est une idée du CEREX et de Papa Diouf, vraiment. Et c'est qui, justement, les fournisseurs qui vont pouvoir... Ouais. Dans notre projet, on a des gens sur toute la chaîne de valeur. OK? On a comme le groupe GDS, groupe de scieries GDS, qui ont des scieries, donc qui ont des écorces. Mais ce ne sont pas les seuls nécessairement qui vont fournir des écorces. Il y a un scieur de Pruche aussi dans la région de Montréal qui devrait embarquer dans le projet, d'autres essences, etc. Mais on a des gens comme Uniboard qui vont pouvoir utiliser ces résines-là. Ou il y a une autre entreprise qui s'appelle Multifix qui est un formulateur de résine. Donc, eux, ils ont des clients. Ils vont pouvoir utiliser mais ils sont partenaires du projet. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Bioforextra qui développe des produits à partir de tanins et d'extraits. Et d'autres entreprises aussi, là, mais disons, les principaux, c'est eux. Donc, ce produit représente une forte expansion pour le CEREX. Oui, c'est un projet majeur pour le CEREX. On parlait de 2 millions de chiffre d'affaires. Ce projet-là, c'est environ un quart de notre chiffre d'affaires. C'est 500 000 par année pour les 4 prochaines années. On a un an de fait. La première année, c'était vraiment la caractérisation, la mise au point des procédés. Comme vous allez voir, on a des très bons résultats en termes de rendement, qualité d'extrait et tout ça. Là, ça va être travaillé sur les produits. Une fois qu'on est en train de faire une mise à l'échelle pour pouvoir avoir assez d'extraits pour faire des produits, finalement des mousses, ces choses-là, là, vous allez en voir des petits morceaux. On va en faire en plus grande quantité pour aller voir des clients potentiels puis leur montrer. Dame Nature n'a pas été facile à suivre cet été. Jackie Castonguay nous explique comment les agriculteurs ont réussi à s'ajuster. Jackie, on vient de terminer un été qui était assez aléatoire dans les températures. Oui, quand même. Comment ça s'est passé pour toi en tant que travailleur de rang? Bien, en fait, cet été, ça a été quand même une belle été pour moi.
c'est-à-dire qu'on a travaillé à l'exposition agricole au niveau du circuit éducatif. J'ai continué aussi la tournée des producteurs, mais on s'entend que pour les producteurs agricoles, cet été, avec les variantes de température, ça n'a pas été évident. Souvent, les gens devaient rentrer 2 semaines de travail en 2 jours de beau temps, parce que c'est vraiment quand il faisait beau que le travail se faisait. Fait que pour eux, ça a été moins évident cet été. Et combien justement des usagers qui ont besoin de tes services? En fait, là, on est rendu, ça va faire 2 ans et demi environ que le service est en place. Il y a environ 150 personnes qu'on a été en contact, des gens qui avaient besoin d'aide, des gens qu'on a visité leur entreprise. Puis sur ça, il y a environ 700 interventions qui ont été faites jusqu'à présent. Et les résultats que ça donne, ça ressemble à quoi? Présentement, c'est quand même positif. Les gens aussi sont très ouverts au service. On s'aperçoit que dans la 3e année, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de nouvelles personnes qui font appel à nous. Il y a des demandes aussi de l'extérieur de la MRC de la Matapédia, de d'autres MRC qui nous appellent parce qu'ils ont besoin. On est en train aussi de travailler le plan d'action pour l'année 2015-2016. C'est un nouveau plan d'action. On va essayer des nouvelles affaires. On va essayer, dans les rencontres de producteurs agricoles, de faire des capsules informatives, que ce soit sur le stress, la gestion des priorités. Au lieu de juste que moi j'assiste aux rencontres, on va vraiment aller sensibiliser le milieu agricole. On aimerait mettre en place un groupe d'entraide pour les producteurs pour qu'ils puissent trouver des solutions entre eux. Puis on continue la visite des entreprises pour rencontrer le plus de producteurs possible dans la vallée. À quoi ça ressemble une visite d'une entreprise quand tu arrives justement chez un agriculteur? Bien, habituellement, je l'appelle 1 ou 2 semaines d'avance pour regarder ses disponibilités. J'arrive pas comme ça à l'improviste parce qu'on sait qu'ils sont tellement occupés. Je veux pas être une source de dérangement. Je veux qu'ils soient prêts quand même à m'accueillir aussi. Donc, je les appelle. Ça dure environ une trentaine de minutes. Des fois, ça peut être 1 heure, des fois, ça peut être 1h30. Ça dépend vraiment du producteur. On fait le tour de l'entreprise. On regarde comment ils fonctionnent au quotidien. C'est quoi leur horaire? Parce que des fois, 2 producteurs de lait peuvent être dans le lait tous les 2, mais travailler de 2 manières différentes. Puis moi, ça m'apporte des trucs, des fois, pour des producteurs que je rencontre qui ont plus de difficultés. Je peux leur proposer des solutions que j'ai vues ailleurs. Souvent, on va me présenter à la famille, on va regarder de où l'entreprise part, à quelle génération c'est, à qui ça appartenait. Vraiment faire un topo global de l'entreprise pour que je puisse plus connaître cette entreprise-là. Puis ensuite, à quelle fréquence tes rencontres? Ça dépend. Il y a des visites d'entreprise que c'est juste pour aller visiter. Les gens n'ont pas nécessairement de besoin. Donc, ça s'arrête là, on fait une tournée. Puis, des fois, ça peut être une visite par semaine. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de 2 rencontres par semaine. Ça dépend vraiment du besoin de la personne. Tout dépendamment de où elle est rendue, où elle veut aller, on en regarde avec elle qu'est-ce qui est possible. Puis, souvent, on peut faire des références aussi au C3S. Le but de travailleur de rang aussi, c'est ça. Quand la personne va avoir un suivi à plus long terme, on essaie de l'enligner vers le réseau de la santé. D'accord. Et quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce service-là, comment il fait pour avoir des informations? Il est sur la page de travailleurs de rang sur Facebook. Il y a la page. Ensuite de ça, il peut nous appeler directement ici. Le numéro, c'est le 418-631-5964. Puis, c'est vraiment les 2 modes de communication. Là. Il y a des gens qui font des demandes aussi par Facebook, là, la page, en message privé. Notre CLD a été grandement affecté par les coupures du gouvernement provincial actuel. Chantal Lavoie nous éclaire sur son avenir. Chantal, il y a eu beaucoup de coupures avec le nouveau gouvernement qui est arrivé. Bon, on sait que ça a coupé un peu partout, dont justement dans le CLD. Qu'est-ce qui arrive avec le CLD? Bien, pour faire une histoire, quand même, il faut partir du début. C'est qu'avec le nouveau pacte fiscal, il y avait un renouvellement de pacte fiscal. Le pacte fiscal, dans le fond, ça se trouve être une entente entre le gouvernement et les municipalités pour un aide, je dirais un aide financière, mais aussi de programmes particuliers pour accompagner les municipalités, les MRC, qui sont une municipalité régionale de comté, en sont aussi. Donc, pour les accompagner dans leur développement et dans leur cheminement. Habituellement, c'est des pactes fiscaux de 3, 4, 5 ans, là, dépendamment des ententes. Donc, le dernier a terminé, le gouvernement est allé sur un pacte fiscal transitoire pour l'automne passé. Et c'est dans cette foulée-là qu'on a entendu parler, notamment des nouvelles compétences pour les MRC, des coupures de 300 millions sur l'ensemble du Québec, aussi pour les MRC, les municipalités. Donc, c'est assez d'actualité, là, je pense que les gens peuvent comprendre. Et on se rappellera aussi qu'au début, de tout, la MRC se voyait donner la compétence de développement économique. Et, dans le fond,
elle avait l'obligation d'assurer ce service-là à même la MRC, donc devait abolir le CLD. Par la suite, il y a eu des représentations, on a fait beaucoup de représentations, la population a réagi, les CLD, les élus aussi. Et là, le gouvernement a fait une ouverture en disant, ben, on pourrait aussi, si c'est le vœu de la MRC, que ce soit une autre instance, CLD ou un autre organisme qui pourrait offrir ces services-là dans les communautés. Donc, avec toute cette réflexion-là, les MRC ont commencé à travailler. Chacune a son plan de match dans chacun des territoires. Pour la Matapédia, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas prendre de décision hâtive, de la prendre une décision la plus éclairée possible en partenariat, donc CLD-MRC, et de le faire aussi dans le souci de l'offre de services qu'on doit effectivement modifier parce qu'avec les budgets qui sont coupés de près, c'est 60 % ou autour de 60 %. Donc, on sait qu'il faut continuer d'être efficace, d'offrir un bon service et tout ça, mais dans des restrictions budgétaires importantes. Donc, on s'est dit, puis les personnes les mieux placées pour voir un peu à tout faire ça, bien, effectivement, c'est encore le CLD parce que nous, on a toujours reconnu la MRC ici avec le CLD. Il y a toujours eu un bon lien de confiance. Il y a toujours eu une expertise qui a été reconnue au niveau du CLD. Donc, on a mis en place un comité de réflexion qu'on appelle un comité de réflexion sur la nouvelle structure. Donc, dans cette réflexion-là, on partait vraiment de zéro, puis on veut dire de A jusqu'à Z, on analysait toutes les possibilités. Du fait que, bon, la MRC rapatriait tous les services et où on conservait le CLD ou une autre organisation. Donc, il fallait évaluer tout ça. Fait qu'il y a eu une firme externe qu'on a engagée pour nous accompagner dans cette réflexion-là. Et c'était important pour nous, la MRC, parce qu'on disait, bien, si c'est nous qui le faisons, on ne voudrait pas que ça soit teinté de c'est la MRC qui décide. Mm-hmm. Et si on le demande au CLD de le faire, on ne voulait pas que ce soit teinté. Bon, c'est bien, c'est la MRC qui a... Donc, le CLD, je veux dire, qui a fait cette recherche-là. Donc, on a dit, on va engager une firme externe qui va épauler ces réflexions-là, mais qui va utiliser aussi les réflexions et tout le travail là-dedans, mais qui va faire une recommandation par la suite. Évidemment, c'est le conseil de la MRC qui est décisionnel là-dedans parce que la compétence, c'est la MRC qui la conserve, peu importe ce qu'on va choisir de faire à ce niveau-là. Donc, le travail s'est fait, il y a eu un comité élargi de réflexion, il y a eu un comité plus technique aussi, plus des employés de la MRC du CLD pour partager qu'est-ce qu'on doit conserver, comment ça se passe et tout ça. Et on en est venu à un consensus dernièrement. Il y a eu une présentation qui a été faite au conseil de la MRC pour présenter ces recommandations-là. Donc, un consensus entre la MRC, le CLD, le comité de réflexion en est venu dans le fond, à la décision de recommander au conseil de la MRC de créer un nouveau département, je vais l'appeler comme ça, au niveau de la MRC de la Matapédia, un département de développement économique et territorial ou rural. L'appellation n'est pas nommée encore, évidemment. Il y a encore beaucoup de choses à travailler en ce sens-là. Ça ne s'appellera plus le CLD. C'est exactement ça. mais là, ça vient compliquer un peu, là. C'est que le CLD, c'est quand même une organisation qui est autonome, qui a son conseil d'administration et tout ça. Mm-hmm. Donc, la MRC ne peut pas dire au CLD, tu n'existeras plus. Mais la MRC peut dire au CLD, je ne te donnerai plus de mandat de développement économique. Mm-hmm. Donc, le conseil d'administration du CLD devra... Et c'est pour ça que c'était aussi important de faire un consensus pour que tout le monde sache d'un commun accord. En tout cas, c'est ce qu'on visait, puis tant mieux, on est content, on l'a réussi, pour pas que ça se fasse dans des conditions, je dirais, pas agréables. Mm-hmm. C'était le souhait de tout le monde. C'est pas le choix de la MRC d'aller de couper le CLD ou d'aller sur cette nouvelle façon de faire-là. Mais là, on a des décisions qui ont été prises et on doit faire pour le mieux avec ça. Donc, je pense que la situation ou la recommandation qui a été acceptée par le conseil de la MRC
c'est de travailler tout le monde ensemble de toute façon et de reconnaître l'expertise. On ne repart pas de zéro. Ça, je pense que c'est important. Et un peu comme la MRC le fait depuis des années, on a déjà intégré beaucoup de services au sein de la MRC. On a un service d'aménagement, on a un service, entre autres, de foresterie, on en a un aussi d'évaluation, on en a un de génie municipal. Donc, on va ajouter un service de développement et je pense que, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite là-dedans, puis c'est un peu l'exercice qu'on voulait faire de réflexion, c'était de mettre toutes les forces de tout le monde ensemble pour offrir quelque chose d'intéressant à notre population, à nos entreprises, parce que là, on vise beaucoup nos entreprises, nos organismes aussi. Et dans le cadre de la réflexion, il y a eu des enquêtes, il y a eu aussi des sondages qui ont été faits auprès de la population pour valider c'est quoi les services qu'on devrait absolument conserver. Parce que là, c'est une chose de dire qu'on veut créer un département ici de développement, mais maintenant, qu'est-ce qu'on y offre? Et là, c'est là aussi que c'était important de voir à ça parce que le 60 oui, c'est des emplois, mais c'est aussi, quand on parle d'emploi, on parle aussi de services. C'est quels services on conserve, les budgets pour les projets, tout ça. Donc, on est là-dedans. Présentement, le modèle qu'on est en train de regarder, ça tient la route. Il reste encore plusieurs étapes, là, mais jusqu'à présent, la nouvelle structure, on va l'appeler comme ça, la nouvelle structure débute plus en janvier 2016. Donc, présentement, nous, on avait déjà octroyé au CLD un mandat de poursuivre ses activités jusqu'en décembre là, 2015. Tel quel. Exactement. Fait que d'ici là, on est déjà en phase de transition. Ça se travaille avec les deux entités, MRC-CLD, pour que ça se fasse, je dirais, dans la continuité. Pour pas que les gens, je dirais, soient pénalisés par toute cette mouvance-là. En tout cas, le moins possible, parce que je pourrais pas dire qu'il n'y aura aucun impact. C'est pas vrai, 60 de coupure. Hein, on s'entend. Donc, on doit faire les choses comme il faut. Il va peut-être y avoir des petits réaménagements de postes, des choses, parce que là, on intègre une équipe à une autre équipe. Donc, comment on va tout... Fait qu'on est là-dedans, je vous dirais, il y a des mutations. Oui, bien déjà, on voyait justement des gens qui travaillaient au CLD qui occupaient de nouveaux postes ailleurs dans la vallée. Donc, on se disait, bon, c'est des emplois qui sont coupés. Pas du tout. Non. Présentement, il n'y a eu aucune mise à pied. Ça, je tiens à le préciser. Les gens qui ont quitté, ils l'ont fait de leur propre chef. Mais pour nous, c'est sûr que c'est comment je dirais ça? Pour nous, on ne voulait pas perdre l'expertise. Fait que c'est sûr que ces gens-là qui... Bon, ils n'ont pas quitté la région, en tout cas, à ma connaissance, ils sont toujours dans la région. C'est un bien quand même, mais c'est sûr qu'on aurait probablement aimé les conserver aussi, mais je vais dire, il y a tout ça à mettre en... Puis moi, je les comprends, là, dans l'incertitude, où on a beau être confiant ou d'essayer d'être rassurant, on ne sait pas... puis moi, je comprends ça, mais je vous dirais que dans les postes qui n'ont pas été... il y a des départs qui se sont faits avant cette décision-là aussi du gouvernement auprès du CLD. Il y a des employés qui avaient déjà quitté. Ils n'ont pas été renouvelés, ils n'ont pas été remplacés à ce moment-là. Donc, mais il n'y a eu aucune perte d'emploi reliée à ça. Les emplois qui sont plus occupés actuellement, c'est que les gens ont quitté de leur propre chef et le CLD a fait, dans la démarche qu'on était en train de faire, a fait le choix de ne pas renouveler ces ressources-là en attendant d'avoir des plus grandes certitudes. Donc, mais pour nous, ça a été important aussi de garder ce fil conducteur-là. Je pense qu'on a un des CLD les plus performants au Québec. Ils ont gagné des prix. Exactement, 2 fois, CLD de la main. Donc, je pense qu'il faut pas... pour nous, c'était pas négligeable. Je pense que c'était important. On a toujours eu une belle relation aussi. D'ailleurs, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. C'était un choix très difficile aussi si on avait eu à faire une coupure drastique. Pour nous, je parle au nom du conseil de la MRC, c'est une perte importante, le CLD, pour la Matapédia. C'est un outil de développement qui est amputé. On va essayer de faire du mieux avec ce qu'on a. Je pense qu'on va réussir parce qu'on est on est des gens... Oui, mais la solidarité qu'on a créée dans cette mouvance-là, je pense qu'elle est importante. Puis les gens, il y a des changements à venir, mais je pense que c'est toujours fait dans le même esprit, tout le monde. On veut le faire, mais pas au détriment
de nos gens. Donc, c'est un peu le constat actuel. Évidemment, là, il y a encore beaucoup de choses, ça bouge beaucoup. C'est sûr qu'il y a toute la redéfinition des postes. Il faut... c'est pas un travail de main, c'est pas un travail qui se fait en claquant des doigts, là. Il y a le respect des gens aussi, hein? Parce qu'au-delà de tout ça, il y a aussi les gens qui travaillent ici, les employés ici, les employés du CLD aussi. Il faut les respecter dans toute cette mouvance-là. Je pense que ça aussi, c'est important. Mais évidemment, il faut le faire en regard de nos organisations aussi. Fait que c'est un beau défi, un défi pas facile, involontaire, mais je pense qu'on va le relever de maître encore une fois, par la solidarité. Alors, merci. Plaisir. En lien avec ce sujet, dès le 8 octobre prochain, sur les ondes du Canal 4 et aussi sur notre page web, vous retrouverez la diffusion du cabaret Décompression qui a eu lieu cet hiver. Divers artistes matapédiens s'expriment sur l'austérité. Sur le PLQ, parce que je suis pas capable. Moi, je bourre à ça, à Trudeau, à jusqu'à Sorel. Ça n'a pas rapport avec Sorel. Même si les autres m'ont fait plus de mal que tous les autres, ça n'a pas de rapport. Je parle du PLQ. OK, on y va? Le PLQ gouverne à sa façon, contresens de nos aspirations, nos valeurs, son budget, je pense. Oui, j'en ai vaincu, et sans transparence, ils nous gouvernent, ils nous gouvernent. C'est le pouvoir des corporations qui mène, pas le gouvernement, il faut pas se scène. C'est l'argent qui les mène, c'est bien évident, financier en passant. Dans ces campagnes de financement, quand il fait la une, les hommes brûlent, il n'est pas au courant. Ils montent toujours, patte blanche, devant l'opinion publique, en nous manipulant avec sa propagande, il vient l'orchestrer de façon stratégique. Constamment sa logique. Les journaux à TV, à TV, à TV, à TV, à TV, à TV. Le PLQ raconte des histoires, il gagne du temps, il s'accroche au pouvoir. Pendant ce temps-là, il fait tout comme un arrière. Le presse qui est pas juste, de temps en temps se voir. C'est temps qu'il arrête de nous en faire à croire. Il gouverne en noir et blanc, tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Pour ceux qui ont la chance d'être abonnés à Cogeco Câble, vous pouvez jouer au Télébingo via le Canal 4. Étape 1, vous allez acheter une carte à 1 $ chez l'un de nos marchands participants qui sont énumérés sur notre page web. Étape 2, vous jouez à 12h30 en ouvrant votre télé simplement dans le confort de votre foyer. Étape 3, vous vérifiez si les boules roulent pour vous et si vous arrivez à remplir une ligne ou encore la carte pleine. Étape 4, vous appelez à la télévision communautaire au 418-629-4503 pour valider que vous avez vraiment une carte gagnante. Et étape 5, vous venez chercher votre chèque à la TVC. Sur ce, je vous souhaite la meilleure des chances et à la semaine prochaine. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia remercie ses membres honoraires. Anne Maison, Ambulance AMS, André Allé et Fils, Auberge Beau Séjour, Auberge L'Ambassadeur, Autobus Bouchard et Filles, Caisse Desjardins, Caisse des mutualistes, Camp musical du lac Matapédia, Camp Sable Chaud, Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia, Centre chrétien d'Amqui, Centre de femmes de la vallée de la Matapédia, CEMEC,
Chambre de commerce de la vallée de la Matapédia. CLD. Clérobec. Clinique physiothérapie d'Amqui. Club des 50 ans et plus d'Amqui. Club des 50 ans et plus de Cozapscal. Club Coop. Club de golf Revermont. Club optimiste d'Amqui. Construction Audace. Coop forestière de la Matapédia. Service de garde L'Enfant Joue. CPE Les Petits Flots. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.